Bonjour mesdames et messieurs, nous continuons aujourd'hui notre série de vidéos consacrées au lien entre les Arméniens et Venise par un point absolument extraordinaire. En effet, sur les colonnes occidentales de la basilique de San Marco à Venise, il n'y a pas moins de 31 inscriptions arméniennes. Alors que le haut plateau est divisé entre les empires ottomans et safavides lors de longues et cruelles guerres entre 1598 et 1639, Shah Abbas Ier va prendre la décision de déporter tous les Arméniens de sa frontière occidentale entre 1603 et 1605 pour pratiquer la politique de la terre brûlée et empêcher ou ralentir en tout cas toute éventuelle invasion ottomane contre ces États. C'est ainsi 300 000 Arméniens qui vont être déportés au cœur de l'hiver. Un tiers d'entre eux va mourir des suites de ce voyage absolument terrible. Une partie des survivants vont être envoyés dans des provinces de l'Empire safavide qu'ils vont pouvoir mettre en valeur grâce à leurs compétences agricoles et artisanales, notamment la Susiane et le Fars, et particulièrement, ils vont pratiquer la culture du verre à soie. Une partie de ces Arméniens, ceux notamment qui avaient la pratique du commerce au long cours, vont être installés dans la capitale Isfahan, dans le faubourg de la nouvelle Julfa, Nord Julfa. Puis le Shah Abbas va leur confier progressivement le commerce et le monopole de la vente des soies grèges d'Iran, auxquelles vont s'ajouter progressivement les soies de l'Inde moghole et du sud de la Chine. C'est ainsi que va débuter une épopée humaine, économique extraordinaire qui va durer près de 2 siècles et qui va avoir pour cadre l'ensemble de l'Eurasie. De grandes lignées arméniennes vont s'imposer, notamment les Shériman, les Mirman et les Serpos, dont nous reparlerons dans une prochaine vidéo, et qui vont représenter un certain nombre des plus grandes fortunes en numéraire des XVIIe et XVIIIe siècles. À Venise, les négociants de Nord-Julfa avaient leurs magasins, leurs maisons, et pour certains d'entre eux, leurs palais. Une partie d'entre eux étaient installés dans la fameuse Ruga Giuffa. Giuffa est la forme vénitienne de Giulfa. En plus de leurs échoppes, dont certaines étaient cossues, ces négociants arméniens avaient, comme tous les négociants et les artisans de Venise, une place attribuée le jour des grandes fêtes sur la place de San Marco. Celle des Arméniens est attestée par un plan de la fin du XVIIIe siècle. Il s'agit du plan pour la foire de la Sensa. Les Arméniens sont notés par 2 mentions du mot Arménie entre les 3 étendards de la Sérénissime, exactement en face de la façade de la cathédrale de Saint-Marc. Ainsi, lors des foires importantes, les Arméniens avaient leurs étals exactement devant l'entrée de la cathédrale de Saint-Marc. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'ils aient réalisé ces nombreux graffitis, alors qu'il n'y a pas de graffitis ni dans les colonnes de la partie sud, ni dans les colonnes de la partie nord. La présence de telles inscriptions n'a rien qui doive nous surprendre. En effet, il y avait des inscriptions comparables dans d'autres sanctuaires du monde latin, à commencer par la cathédrale de Saint-Pierre du Vatican. Toutefois, dans cette cathédrale, les inscriptions encore visibles dans les années 80 ont été badigeonnées et recouvertes lors des campagnes de restauration, et il y a un véritable danger qu'il en aille de même pour ce corpus de 31 inscriptions arméniennes lors de la campagne actuelle de la restauration de la cathédrale, surtout qu'il y a une volonté de préserver la basilique des aqua alta qui augmente considérablement ces dernières années. C'est lors des vagues de restauration du XIXe siècle que les premières inscriptions ont été découvertes. En effet, Petro Zorzi, qui a publié des observations sur les restaurations internes et externes de la basilique de San Marco, a publié en annexe de son ouvrage les premières inscriptions traduites et transcrites par le père mékitariste Léonce Alishan. Toutefois, ce travail n'a pas été continué de manière systématique et en un siècle, un certain nombre de ces inscriptions étaient tellement endommagées qu'il est impossible de les lire complètement.
Nous avons réalisé plusieurs campagnes de travail sur place et relevé, photographié et cartographié de nombreuses inscriptions, à la fois celles qui étaient connues et plus de la moitié qui, jusqu'à présent, n'avaient pas été relevées et étudiées. Il faut observer que depuis plusieurs dizaines d'années, seuls deux clichés existaient et étaient reproduits d'ouvrage en ouvrage, la plupart du temps sans transcription des inscriptions. Nous avons donc examiné de manière systématique les 69 colonnes de la basilique en relevant les inscriptions qui étaient en arménien, en grec, en slavon, en italien, en français, en évidemment nous appesantissant sur les inscriptions en arménien. Dans un souci de clarté, nous avons réalisé un nouveau plan des colonnes de la basilique sur lesquelles les colonnes contenant des inscriptions arméniennes ont été notées en ocre alors que les autres colonnes ont été notées en gris. Le corpus part du nord vers le sud et quand il y a plusieurs inscriptions sur une même colonne, on les a numérotées du haut vers le bas. C'est ainsi qu'un ensemble de 31 inscriptions ou fragments d'inscriptions a pu être relevé, transcrit et publié. La majorité de ces inscriptions lapidaires a été réalisée en écriture capitale, le Yergatakir, et les autres inscriptions ont été réalisées en bolorkir, l'écriture onciale, l'écriture manuscrite. Et il y a, sur certaines colonnes, notamment la colonne 32, une densité extraordinaire d'inscriptions, puisque sur cette seule colonne, il y a plus de 10 inscriptions différentes. Plusieurs de ces inscriptions étaient écrites dans une langue de qualité, non sans avoir recours à des éléments dialectaux, ce qui témoigne de la part de leurs auteurs d'un certain niveau de maîtrise de l'écrit. Ainsi, près de 75% de ces inscriptions ont été écrites en lettres capitales, le Yelgatakir, et le quart restant a été écrit en bolorkir, l'écriture minuscule, avec un certain nombre de monogrammes et de ligatures. Une partie de ces inscriptions n'a conservé que le nom du marchand, qu'il soit écrit en entier, abrégé ou ligaturé, comme celui de Krikor, surmonté d'une grande et belle croix. En plus, pour un certain nombre d'autres inscriptions, il y a une date dans l'ère arménienne, ère qui a été déterminée au concile de Dvin de 550, et pour pouvoir connaître la date dans l'ère commune, il faut ajouter à l'année de l'ère arménienne 551 pour trouver la date dans l'ère actuelle. Ainsi, Miansar en 1642. Un troisième cas est également fréquent. Il s'agit de la mention des filiations. Ainsi, un marchand rappelle le nom de son père avec ou sans date. C'est le cas de Mirman, fils de Nazar. À cette catégorie appartient également la très belle inscription de l'an 1655, Khachadur de Julfa, fils d'Anum, serviteur de San Marco. Une dernière catégorie est à mentionner, et l'inscription de Khachadur de Julfa en est déjà une indication claire. Il s'agit des inscriptions ayant un message plus complexe, plus élaboré. Ainsi, l'inscription aujourd'hui disparue, celle de Casanos, contenait le message suivant, qui est une demande de se souvenir de sa mémoire. Moi, Casanos, serviteur de Dieu, celui qui se rappellera de moi, que Dieu se rappelle de lui. Il est possible que cette autre inscription demandait la récitation d'un psaume en mémoire d'un marchand devenu anonyme, puisque de cette inscription, seul le mot psaume est aujourd'hui partiellement lisible. Enfin, la volonté de Hovhannes est simplement de marquer sa venue à Venise. Moi, Hovhannes, fils de Movsès, je suis venu à Venise l'an 1654. Ainsi, ces dizaines d'inscriptions sont autant de marques de la venue de négociants venus écouler leurs denrées de luxe à Venise et transmettre par ces inscriptions une trace de leur passage dans la Sérénissime, mais également sur terre. Pour terminer sur la basilique de San Marco, signalons deux autres liens directs avec la culture arménienne. Dans la basilique, sous la quatrième arcade de la nef de gauche, se trouve un chapiteau d'une architecture typiquement arménienne avec un autel.
Et du XVIIIe à la fin du XXe siècle, régulièrement, un père mékitariste venait y célébrer la messe selon le rite arménien. Pour terminer, il faut parler des chevaux installés au-dessus de la façade principale de la cathédrale de San Marco. Il s'agit de 4 statues antiques de chevaux de cuivre coulés et dorés pour composer un quadrige qui ornait l'hippodrome de Constantinople. Les Vénitiens les pillèrent en 1204 lorsqu'ils firent le siège et pillèrent la ville de Constantinople. Ces chevaux auraient été amenés de Rome à Constantinople dans les années 330. L'historien vénitien Antonio Stella affirme en 1558 que les 4 chevaux de bronze ont été donnés autrefois par Tiridate, le roi d'Arménie, à Néron. Nous ne connaissons pas, malheureusement, la source de cette affirmation, mais il est intéressant de noter que pour un Vénitien, arméniser un objet ou un fait historique contribuait à lui donner plus de lustre et de valeur. C'est un point important que nous développerons dans une de nos prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner de manière à être averti par les autres vidéos de cette série, à nous laisser vos commentaires et à mettre éventuellement un j'aime. Un parcours de formation sur Venise et la tradition mikitariste sera proposé dans le cadre du campus numérique arménien dans les prochains mois. Plus d'informations sont disponibles dans la description. Les livres de sources d'Arménie en lien avec ce thème vous sont accessibles avec une réduction de 50% en utilisant le code Venise 2024. C'est tout pour cette fois. On se retrouve dans la prochaine vidéo.